Salut camarades, ça y est, on y est enfin. Après plus de 8 vidéos pour vous exposer ce qu'on dit le plus souvent de Chinggis Khan et de l'histoire mongole, et 6 autres pour vous dire que globalement, quelques petits malins commençaient à se rendre compte qu'on faisait visiblement tout à fait fausse route, je suis enfin en mesure de vous parler de la plus probable histoire de Chinggis Khan, bien loin des poncifs mélioratifs et hagiographiques habituels. Après avoir rappelé que les Mongols pré-Tchinggisides n'étaient définitivement pas indépendants, que les Mongols, comme beaucoup de leurs voisins d'alors, étaient en fait des Tatars, et qu'il existait même un puissant royaume parmi ceux-ci, a priori peut-être même à l'origine du mythe du prêtre Jean, je vous disais la dernière fois que le lignage à la tête de ce royaume était le lignage des Kereit, dont je vous ai raconté l'histoire, et que Temujin, à l'origine simple officier, n'avait fait que s'emparer de ce royaume en renversant son suzerain. Reste désormais à voir le détail, pour voir enfin s'assembler les dernières pièces de ce si énigmatique puzzle qu'on tramale depuis 2 ans et demi maintenant. Nous allons donc revenir sur la carrière du jeune Temujin, ainsi que sur celle du curieux Jamukha, qu'on nous présente sans cesse comme son némésis, puis nous jetterons un nouveau regard sur la prise effective de pouvoir tchinggisside, ce qui nous fera même aborder, dites-vous, rien de moins que Temurleng, Salah ad-Din, Pépin de Herstal, même Alexandre le Grand. Ouais, avec le révisionnisme, on voyage. Pour résumer brièvement, le groupe de lignage aristocratique mongol, d'abord soumis aux Khitans au Xe-XIe siècle, deviennent ensuite des vassaux du Khanat tatar, au moins à partir du tout début du XIIe siècle, sous le règne du Khan Kereit Salih Khan. Ils ont a priori à leur tête un Khan, un commandant, un prince général si vous voulez, comme le furent par exemple Khaboul, Ambakhai ou Khutula, Khan qui dirigent cette entité politique mongole pour le compte de leur suzerain Kereit. Sous le règne du neveu, ou fils de Salih Khan, Khurjahus, le Khanat prospère et s'agrandit, au détriment notamment des anciennes unités militaro-administratives jusque-là dirigées par les Khitans, dont le pouvoir est chassé de Chine et de Mandchourie par les Jurchen en 1125. Mais avec la mort de Khurjahus, c'est le Dawa. Ses nombreux fils, dont Tooril, se foutent sur la gueule pour s'emparer du pouvoir, et cette instabilité, même une fois que Tooril montera sur le trône, demeurera longtemps. Bref, après avoir violemment buté 2 de ses frères, Tooril, contraint à l'exil, ne trouve aucun soutien parmi la noblesse tatare, notamment mongole, visiblement peu désireuse de soutenir un candidat potentiellement si cruel et arbitraire. Sauf de la part d'un noble mongol, de moindre rang, que nul ne connaît jusque-là, Yisukei, le père de Temujin. L'ambitieux mongol, qui voit là un moyen de gravir les échelons infiniment plus vite que par ce qu'il peut espérer de sa position au sein des lignages mongols, visiblement, parvient ainsi, sur un aventureux coup de poker, à remettre Tooril sur le trône Kereit. Il s'en voit ainsi dûment récompensé. Il devient Landa, le frère juré, de Tooril, qui lui confie probablement responsabilité et commandement militaire. Aux grandes dames des nobles mongols qui doivent être assez jaloux de leur cousin. Il meurt de toute façon empoisonné par les Jun vers 1172-1173, et si pour Temujin c'est pas non plus la dèche qu'on lit dans l'histoire secrète, à manger des rongeurs et des petits osios, c'est sûr que c'est quand même moins rigolo et confortable que du vivant de papa. Celui-ci ne semble pas avoir eu le temps de construire quoi que ce soit de durable. Du coup, c'est retour à zéro pour les Borjigid. Temujin est un jeune noble mongol, assez mal placé dans la généalogie commune, et son seul avantage, c'est que son père a un jour sauvé les miches de leur roi Tooril pour le remettre sur le trône. Et pourtant, même ça semble pas l'avoir aidé beaucoup au début. Ainsi, de fait, pour brosser à la lumière de tout ça un tableau plus probable de sa carrière militaire, le jeune Temujin, parmi les commandants de Tooril, où l'on trouve aussi depuis un peu plus longtemps Jamukha de la maison Jagirad, n'a pas dû manquer d'essayer de faire valoir ce lien privilégié avec le souverain tatar pour faciliter son propre avancement. Mais visiblement sans grand succès initial, ne se démarquant pas particulièrement aux yeux du Khan Kereit. J'ai bien sauvé un vieux avec ses 2 fils dans un incendie de forêt, mais... Et le roi trouve pas ça bien? disons que je l'ai habitué à mieux. Ah ouais. Nous ça va, on l'a habitué à rien du tout. On pourrait certes citer la campagne conjointe de Temujin, Jamukha et Tooril comme 3 égaux contre les Merkites, par exemple, pour récupérer Berté, la femme de Temujin, dans les années 1180, mais on n'est absolument pas sûr de sa véracité, puisque comme tant d'autres choses, on ne la trouve que dans la très suspecte histoire secrète. Vous voyez le genre. De ce qu'on peut donc estimer de plus cohérent, Temujin, à l'époque, sans briller particulièrement, fait simplement partie des jeunes commandants de Tooril, avec Jamukha donc, voire peut-être même sous ses ordres vu la potentielle ancienneté du Jagirad au service des Kereit. Cela dit, Temujin est peut-être aussi fait dans ces eaux-là Khan de quelque chose, peut-être donc bien prince général des Mongols, mais rien n'est bien sûr. Après, ce ne serait pas forcément incohérent, sachant qu'on peut envisager que Tooril a toujours une dent contre les nobles mongols qui ne l'ont pas soutenu à l'époque, ceux-ci, les nobles mongols, se disent peut-être qu'il y a intérêt à parier sur le fils de Yisukei, c'est-à-dire le dernier parmi eux à avoir eu d'excellents rapports avec leur souverain, mieux, envers qui leur souverain avait une dette. Et ce d'autant plus que le fiston, il est encore assez jeune et inexpérimenté, ne s'est pas encore particulièrement démarqué, bref, qu'il devrait être facile à gérer pour ses aînés. Ainsi donc,
Un peu comme le jeune Salah ad-Din se retrouvait un peu plus tôt en 1169 à la tête de l'Égypte suite à la mort de son oncle, parce qu'on le pensait un pion inexpérimenté et malléable, ou comme Hugues Capet en 987 parmi les pères du royaume, Temujin est peut-être bien fait Khan des Mongols par ses cousins, par pur calcul politique. Ce qui ne plaît sans doute pas à Jamukha d'ailleurs, commandant de Toril depuis plus longtemps, chef de la maison de Jadjirad, et probablement aspirant aussi à ce titre de Khan des Mongols, du coup. Car elle est sans doute plutôt là, leur rivalité. De fait, les Jadjirad sont aussi vassaux des Kereit, Jamukha un général de Toril, et il est avant tout plus souvent concurrent de Temujin dans la hiérarchie du royaume tatar, qu'il n'est concurrent de leur suzerain à tous deux. Par exemple, l'historiographie classique, comme on l'a vu, fait élire Jamukha Gur Khan, qu'on a traduit à l'époque du mongol par Khan universel, par une partie de la noblesse du plateau en 1201. À partir de là, on a deux interprétations possibles, très différentes, mais qui vont dans tous les cas dans le sens que j'évoque. Soit on prend ça tel quel, comme on l'a fait jusqu'ici, et on voit donc chez Jamukha l'un des concurrents au trône suprême de la steppe, notion récurrente selon les sources du logiciel politique du plateau, où celui qui monte sur ce trône devrait diriger le dit plateau, voire même la communauté politique que représentent les peuples des tentes de feutre, le Sisgei Taurkhatu Ulus, tous les nomades donc. Encore une fois, ils vivent moins libres et égaux en harmonie avec la nature que pour imposer leur système politique aussi loin qu'ils le peuvent, ce qui donne pas forcément une meilleure image d'eux, j'en conviens. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? L'immense steppe, un rapide coursier, des faucons à ton poing, et le vent dans tes cheveux. Faux! Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. Bref, que Jamukha ambitionne ce trône suprême, soit, puisque dans tous les cas, ça va une fois de plus dans le sens de la prééminence de Toril sur les autres aristocrates nomades du coin. Pourquoi ? Eh bien, typiquement, quand l'Histoire secrète ou le Jami at-Tawarikh de Rashid ad-Din, texte beaucoup plus tardif et relevant pourtant de l'historiographie impériale, eh bien, quand il liste les prétendants à ce trône suprême de la steppe, on a Temujin, Jamukha, Altan, Sacha, Khassar, etc., mais jamais ni Toril ni Ilkha Sengum. Normal, l'un est déjà sur ce trône, et le second, son fils, doit en hériter. Ils n'ont pas besoin d'y prétendre ou de concourir, c'est leur trône, et légitimement, depuis des générations. Seulement, les sources impériales ne peuvent pas expressément dire que ce trône suprême auquel aspirait le fondateur Chinggis Khan appartenait en fait déjà légitimement à quelqu'un pour qui il bossait qui plus est, et qu'il l'a donc salement usurpé le trône. Non, mieux valait dire qu'ils étaient plusieurs à briguer ce poste inoccupé. Et vu les querelles de succession Kereit des années 1160 à 1190, où Toril est souvent en exil, c'est vrai qu'il était quand même globalement assez inoccupé, soyons honnêtes. Mais vous voyez d'ailleurs là un point très important. Les sources impériales galèrent parfois tellement à produire un récit des débuts de Chinggis Khan qui reste cohérent, qu'elles commettent parfois des bourdes par lapsus, par omission, par confusion, ou comme ici par excès de zèle, à trop vouloir absolument invisibiliser les Kereit parmi les concurrents au trône suprême, eh bien ils ne les ont finalement que plus mis en lumière. Ainsi, ces sources tirent parfois des balles contre leur camp, ce qui a fort heureusement attiré l'attention de nos historiens préférés. Mais pour en revenir à la potentielle élection de Jamukha comme Khan universel, si elle a eu lieu, c'était nécessairement face à un Ong Khan, un Toril, en mauvaise posture politique. Il ne peut pas y avoir deux personnes sur le trône suprême. Alors, selon l'Amsuren Munkredene, Jamukha serait plus probablement élu au trône suprême au début des années 1190, peu après l'exil de Temujin d'une part et de Toril de l'autre, et 1201 serait plutôt l'année de sa destitution, après justement sa défaite à Khoyetan face à Toril et Temujin revenus d'exil depuis peu. Mais si, Khoyetan, la bataille où il y a une tempête magique qui leur revient sur la gueule, tout ça, rappelez-vous. Voilà, ça, c'est la première interprétation. Ou alors, et c'est plus probable, radicalement à l'inverse de cette histoire de Khan universel, on rappelle, comme on l'abordait la dernière fois, la distinction significative entre Khan, prince, général, etc., et Khan, souverain, et on rappelle qu'on a vu que chez les Khitans, ce titre de Gur Khan signifie sans doute plutôt prince de l'État, strict équivalent du chinois Guo Wang et du mongol Il Khan. Or, Simon Berger s'est appuyé sur plusieurs éléments, on va y revenir, pour soutenir l'hypothèse qu'Il Khan était en fait le titre décerné à l'origine au commandant des ailes de l'État, donc en gros équivalent à vice-roi. Et évidemment, comme l'essentiel des institutions mongoles, cela ne daterait pas de la fondation du Yeke Mongol Ulus, le grand État mongol, l'Empire donc, mais existerait déjà auparavant, notamment donc au sein de l'appareil d'État Kereit. Et du coup, eh bien, si Gur Khan équivaut ainsi à Il Khan, et si Il Khan désigne l'un des deux principaux lieutenants du souverain,
Qu'un général de Tooril, Jamoucha, soit promu comme l'un de ses principaux lieutenants n'a rien de surprenant. Et la chronologie proposée par Munkherdene avec cette nomination plus probable au début des années 1190 qu'en 1201, ça marche aussi. Dans ce cas de figure, c'est l'exil de Temujin suite à sa défaite de Dalan Baljout vers 1186 face précisément au jaloux Jamoucha qui permet à celui-ci de devenir le principal lieutenant de leur suzerain à tous deux, Tooril. Un Jamoucha d'autant plus jaloux qu'il était visiblement au service de Tooril avant Temujin, encore une fois, donc on le comprend un peu. Tout le monde pense que vous êtes mon bras droit. Vous avez déjà une position extrêmement privilégiée. Parce que je suis pas votre bras droit. Bah, de fait, si. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est goupillé. Mais c'est pas officiel. Non? Alors là, c'est la meilleure. Leur rivalité résiderait ainsi peut-être moins dans la candidature au trône suprême de la steppe que dans la candidature au rang de second du royaume tatar, surtout à partir des années 1190. Et en effet, si Jamoucha est dit Gur Khan, Temujin est parfois dit Il Khan, son équivalent donc. Simon Berger s'est rendu compte qu'Ibn al-Fouati, un auteur ilkhani du tournant du XIIIe-XIVe siècle, l'appelle ainsi en arabe le glorieux Il-Khan, et citant son maître Nasir ad-Din Tusi, il appelle aussi carrément l'empire de Temujin le victorieux état ilkhanien. Et non, a priori, il ne se plante pas juste parce qu'il bosse pour les Il-Khan d'Iran, les descendants du Légu. Non, s'il dit Chinggis Khan Il-Khan, il appelle pourtant ses successeurs, comme Ögedei, Khan. C'est suspect. Je me suis même demandé si le groupe des vassaux mongols du Khanat tatar ne constituait pas, selon le schéma politico-militaire nomade classique, une des deux ailes de ce Khanat. Il en faisait en tout cas forcément partie. Et si le Khan, le prince général à la tête de ce groupe, n'était pas souvent pressenti pour être l'un des deux Il-Khan du Khan tatar, ou l'Il-Khan, si jamais il n'y avait qu'une seule aile, ce qui me paraît très bizarre. Bref, ce qui expliquerait pourquoi Jamoucha et Temujin se foutent autant sur la gueule pour être Khan des Mongols, du coup. Bref, Temujin, à part sa rivalité très tôt avec Jamoucha, ne se démarque donc pas auprès de son souverain Tooril avant de nombreuses années. Il faut plus probablement attendre que Tooril soit à nouveau contraint à l'exil au début des années 1190 et que Temujin soit de retour dans la steppe après 1196 pour que notre ambitieux général mongol puisse développer un vrai lien personnel avec son souverain, en le remettant d'abord sur le trône des Tatars vers 1199, comme son père avant lui, puis en sauvant son fils Ilkha Sengum des Naiman. On l'a vu. D'ailleurs, plus que Tooril, qui semble dorénavant s'enticher très sincèrement de Temujin, c'est bien Ilkha Sengum, héritier du trône Kereit, qui devient sacrément jaloux et méfiant à l'égard du général mongol. Et ce d'autant plus à partir du moment où Temujin, de plus en plus en vogue comme son père avant lui à la cour Kereit, gravissant les échelons pour devenir, comme on l'a vu, régent et commandant en chef des armées de Tooril, multipliant les campagnes militaires victorieuses au nom de son souverain contre les Merkites, les Djun, les Taïtchut, les Naiman, etc., eh bien, caresse le projet de se faire carrément adopter. La suite, vous la connaissez. Ilkha Sengum finit par s'allier tout ce qu'il peut d'aristocrates voyant mal l'ascension fulgurante de Temujin, ascension qu'on peut effectivement borner à 3-4 ans, 1199-1203, voire 7 ans si on commence en 1196, embarque son père avec eux dans cette histoire en le convainquant peut-être que Temujin en a après son trône, et ils vont tous ensemble défoncer l'ambitieux général mongol et ses troupes à Khalkhaljit Elet au printemps 1203, sans, et c'est très important pour la suite, l'en informer au préalable. Après quoi, preuve ultime qu'il était bien un officier de Tooril et non un prince voisin indépendant, Temujin, réfugié près du lac Baljuna, envoie un message à son Khan après la bataille de Khalkhaljit Elet, on en avait parlé. Il lui rappelle tout ce qu'il a fait pour lui et son père avant lui, en bon vassal, en bon commandant, avant d'être finalement injustement trahi par son maître, se présentant carrément comme le faucon que Tooril envoyait fondre sur ses ennemis, pas le fier loup indomptable ou le farouche léopard sauvage, le faucon. La petite merde apprivoisée avec un capuchon sur les yeux qui te revient gentiment sur la pogne après avoir buté aveuglément tes proies pour ton plaisir et sur ton ordre. C'est éloquent. Ça, c'est ce que j'appelle un barbecue mongol. C'est même là un moment clé de l'histoire mongole et du coup de son historiographie. Différentes sources, notamment l'histoire secrète, mettent en avant ce passage précis, et souvent de la même manière, ce qui, comme l'a démontré Christopher Atwood, dénote l'existence d'un texte plus ancien dont ces sources sont inspirées pour ce passage. Ce texte, que Christopher Atwood appelle la mise en accusation d'Ongran, est ainsi crucial, puisque le moment qu'il décrit permet quasiment à lui seul de légitimer la prise de pouvoir tchinguisside. Je m'explique. De fait, comme l'a montré l'Amsuren Munkherdene, Temujin peut ainsi justifier moralement et légalement son coup d'État par le fait qu'il a été trahi par son suzerain, lançant injustement sur lui ses troupes, à plus forte raison sans déclaration préalable officielle de guerre, qu'auraient parfois pratiqué les nomades selon l'Amsuren Munkherdene. Donc selon le Teru ou Tere, nous on traduisait ça par la loi, lui il traduit plutôt ça par le droit, ou le régime moral en l'occurrence,
eh bien, selon ce teru, Temujin, en tant qu'offensé, est en droit d'obtenir réparation, et peut donc s'emparer ensuite, même par surprise comme il le fera, du trône et de l'Ulus de son suzerain, qui, de par son crime, n'est de toute façon plus légitime à régner. Voilà, vous comprenez un peu mieux pourquoi ce passage de l'histoire de Temujin est important, pourquoi on l'a très vite consigné par écrit, bien avant même la révolution toluide et son tournant historiographique des années 1250, et pourquoi on le retrouve dans quasiment toutes les sources qui lui ont succédé. Le souci, c'est qu'avec ce tournant justement de la révolution toluide, on ne veut plus guère admettre, bon droit ou pas, que l'ancêtre fondateur était au début un vassal, un client, un officier du souverain légitime du coin. Ça fait tâche. Donc, avec la nouvelle vague de chroniques impériales qui s'ensuit, on continue à utiliser des passages de la mise en accusation d'Ank'Raan, comme dans l'histoire secrète par exemple, puisque ça justifie que Temujin était injustement attaqué par les Keraïtes et pouvait légitimement contre-attaquer, même par surprise. Mais on les modifie un peu pour éviter de trop rappeler qu'il était alors purement et simplement inféodé aux Keraïtes. Mais enfin, ça transparaît quand même un chouïa. Sans quoi on n'en parlerait pas aujourd'hui, quoi. Et ça continue. La suite des événements, où Temujin et ses troupes défoncent définitivement les Keraïtes et poussent Tooril et Ilkhasengum à l'exil à l'été 1203, va aussi dans ce sens. Comme on l'a vu, bien que Temujin puisse désormais s'emparer du pouvoir, et monter sur le trône de Tooril, avec tout ce qui va avec, la tente d'or, les serviteurs, le pognon, l'appareil d'État et ses institutions qu'on retrouve ensuite dans le Yeke Mongol Ulus, etc., personne ne l'en empêchant plus matériellement, eh bien il ne le fait curieusement pas. Si vous voulez, on le renverse, alors on prend le pouvoir. Nous ? Le pouvoir, c'est vraiment rentable ? Oh, très rentable. Mais si le pouvoir est très rentable, mon général, pourquoi est-ce que vous ne le prenez pas tout seul ? Parce qu'il n'est pas légitime. Non, il semble plus plausible pour Simon Berger qu'il mette plutôt Djahagambu, autre frère de Tooril, sur le trône, et qu'il le laisse régner à la suite de son frère aîné, tandis que lui, Temujin, compte probablement reprendre tout bonnement son ancien statut de second essieu, donc de régent et commandant en chef des armées, statut qu'il avait autrefois auprès de Tooril, par lesquels il contrôlait tout le royaume, comme le disait Shaban Karaï, on l'a vu la dernière fois, et donc statut qui lui allait très bien. Ainsi, malgré sa victoire indéniable et éclatante sur les Keraïtes, il ne peut apparemment pas aussi simplement usurper ce trône, et préfère plutôt lier par mariage sa famille à celle des Keraïtes, comme il avait déjà voulu le faire du temps du règne de Tooril. Il épouse ainsi entre autres la fille de Djahagambu, Ibaha, on l'a vu, afin de bénéficier de la légitimité de la famille royale, ce qui rappelle plus tard le statut de Kuregen, gendre impérial, que les Mongols pratiqueront dans leur empire. On en a parlé dans la vidéo sur le système décimal. Et quand ensuite Djahagambu, cherchant à diriger le Khanat tatar tout seul, se révolte puis est vaincu, là Temujin peut régner seul. En ce sens, il répudie même Ibaha, la fille de Djahagambu qu'il venait d'épouser. Mais même là, la légitimité keraïte est encore trop importante sur le plateau. Simon Berger pense ainsi qu'il ne prend pas le titre de Khan, dont on ne trouve pas de trace, qui était le vrai titre de Tooril donc, et continue à se contenter de Khan, titre qu'il portait déjà. Ainsi, en 1214, Temujin est encore présenté par ses envoyés mongols au Song comme prince, Wangzi, des Tatars, au sens de fils de roi. Il n'ose pas prétendre à la royauté, au Khana. Comme l'a montré Simon Berger, c'est seulement loin du plateau mongol, là où l'on se fout un peu plus de la légitimité keraïte, qu'il ose se faire appeler Khan, comme en attestent par exemple ses monnaies frappées à Ghazna en actuel Afghanistan. De même, c'est à cause de ce souci de légitimité que le Khuriltaï portant Chinggis Khan au pouvoir semble dédoublé, à tout le moins. S'il est bien placé à la tête du Khanat tatar lors du Khuriltaï de 1203, juste après sa victoire sur Tooril et Ilkhasengum, du coup, eh bien, l'historiographie impériale, l'histoire secrète en tête, s'est dit que c'était peut-être justement un petit peu trop voyant niveau date. On a donc visiblement inventé un second Khuriltaï un poil plus lointain, le fameux Khuriltaï de 1206, l'élevant à la dignité de souverain suprême, en mélangeant des éléments des Khuriltaï de 1203, donc de 1217, où furent prises de nombreuses décisions militaires et administratives, et de 1229, où Ögedei fut fait le successeur de son père. Mais ce Khuriltaï de 1206 n'a très probablement jamais eu lieu, n'étant peut-être donc qu'une pure construction historiographique visant à masquer l'usurpation à l'origine de l'Empire. D'ailleurs, toujours selon Simon Berger, ce sera effectivement seulement sous Ögedei, premier véritable empereur mongol, une fois que la pérennité de la nouvelle dynastie sera assurée, que la rupture sera consommée, qu'on pourra faire enfin fi de la légitimité keraïte, et que le Khan mongol deviendra le Khan, l'empereur, le souverain, Chinggis Khan se voyant même, de manière posthume, enfin attribuer le titre impérial Chinggis Khan. Un peu comme César, qui, n'en déplaise à ses hagiographes, n'a jamais été empereur. Comment ça jamais? Ne fais pas attention, César.
Ah bah oui, je sais, c'était pas assez confus, il faut aussi qu'il y ait eu une manipulation plus tardive des titulatures. S'il y a bel et bien initialement donc une différence fondamentale entre Khan, prince commandant, et Khan, souverain, eh bien à partir de Gödei, on brouille de plus en plus la distinction, ne laissant progressivement qu'un Khan indifférencié. Histoire sans doute d'ailleurs donc de légitimer après coup les roublardistes paternels, vous l'avez compris. Mais du coup, rétrospectivement, dans les sources impériales mongoles désormais, qui sont les premières qu'on consulte pour parler du plateau pré-Tchingisid, bah ça fout un sacré bordel dans l'attribution de l'un et de l'autre. D'une part, donc, les Khan, souverains, Kereit ou Naiman par exemple, comme Toril et Taiyang, deviennent rétroactivement des Khan, de même rang donc que Temujin, ce qui était pourtant loin d'être vrai, mais arrangera ses descendants en termes de légitimité. En gros, mieux vaut que tous soient des Khan, des princes, des rois clés, dont leur ancêtre Temujin sort du lot pour fonder une dynastie de Khan, de rois, d'empereurs, plutôt que d'assumer ouvertement que Pépé a renversé son vieux suzerain. Et d'autre part, ce petit remodelage entretient doublement une épouvantable confusion, puisque pour le lecteur, ça établit qu'au-delà du seul Temujin, tous les réels commandants, les Khan de l'époque, à la tête de lignages ou groupes de lignages, dirigeant des unités pour le compte d'un souverain plus puissant, tous sont désormais vus comme des souverains indépendants les uns des autres, à la tête de peuples différents, des Khan donc, puisque c'est ce qui se dégage malgré tout de ces textes pour Toril et Taiyang rétroactivement appelés Khan eux aussi, mais bel et bien toujours décrits dans le texte, comme les souverains qu'ils étaient réellement. Vous voyez le problème? Tu m'étonnes que les historiens s'y cassent la tête après. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi! Ainsi pour preuve, si la moulinette impériale mongole fait passer la majorité des mentions de leur nom à Ongkran ou Taiyangkran, la mise en accusation d'Ongkran, par exemple, passée outre cette censure impériale, parle bien d'Ong Khan ou de Kutchulug Khan, le fils de Taiyang, porteur après lui de la légitimité Naiman, mais forcé à l'exil. Mais voilà, ça pour les Mongols impériaux ensuite, ça ne donne pas une très bonne image de Pépé, fondateur de l'Empire des Demeurés. Donc plutôt qu'avoir un ou deux royaumes avec plein de lignages vassaux, ayant des velléités d'indépendance ou des fidélités à géométrie variable, comme chez nous, avec l'ancien royaume breton, devenu duché de Bretagne, puis rattaché à la France, ou la Bourgogne, ancien royaume, divisé ensuite entre un duché inféodé à la France et un comté fidèle au Saint-Empire romain germanique, ou le comté de Toulouse, entre France et Aragon, tout en rendant hommage au Saint-Empire romain germanique pour certaines terres, bref, plutôt que ça, eh bien, les sources réécrites à partir de 1251 donnent l'impression de dépeindre autant de principautés souveraines qu'on a de maisons aristocratiques ou groupes de maisons sur le plateau mongol. Ce qui n'a pas aidé évidemment à casser le mythe tribal, surtout si on considère que du coup ça fait autant d'ethnies différentes. Et puis histoire de vous achever, c'est loin d'être le seul point sur lequel les sources sont confuses ou brouillent considérablement et sciemment les pistes. Ainsi, pourquoi donner une telle importance à Jamouja? Typiquement dans l'histoire secrète, il est à peu près partout. Alors non seulement qu'on a vu que les actions qui lui sont prêtées sont souvent faites par d'autres dans les autres sources, et alors qu'on a vu qu'il était visiblement moins, le rival de Temujin pour le trône, que pour le rôle de second du royaume tatar, le fameux second Tessieux donc. L'histoire secrète insiste particulièrement sur la scène de l'ultime dialogue entre Jamouja et son Nanda Temujin, son frère juré, qui propose une dernière fois au Jajirat de partager le pouvoir avec lui, de devenir le second Tessieux de son chariot, ce que globalement Jamouja refuse, demandant simplement une mort honorable et un enterrement digne de son rang. Et là-dedans, Christopher Atwood, brillant comme d'habitude, voit deux choses, allant une fois de plus dans le même sens. D'abord, l'auteur de l'histoire secrète ne peut pas évoquer l'usurpation du trône Kereit, ce qui ne plairait guère à ses commanditaires toluides. En revanche, parler ainsi de Jamouja lui permet d'aborder la notion de second Tessieux, centrale durant les débuts de Temujin, puisqu'il semble avoir été le second Tessieux de Toril puis de Jahagambu. Mais ce, sans justement aborder ni Toril ni Jahagambu. De fait, c'est là que c'est fort. L'auteur de l'histoire secrète aborde ainsi cette notion, mais sous un jour amélioratif pour Temujin, en inversant les rôles. Puisqu'on y lit que Chinggis Khan, en Khan légitime, en premier essieu, disons, propose à Jamouja de devenir second essieu. Pourtant, dans les faits, Chinggis Khan semble n'avoir rien proposé à Jamouja, déjà, mais plus probablement à Jahagambu, comme on le disait tout à l'heure, de monter sur le trône. Et ce pour que lui, Temujin, puisse être son second essieu, comme avant, et non pas le premier essieu. Qui plus est, le fait de prêter ce rôle à Jamouja plus qu'à Jahagambu, ça permet aussi d'invisibiliser un peu plus la dynastie Kereit. Et ensuite, ce qui devrait vous retourner salement la cervelle une dernière fois, eh bien Christopher Atwood reconnaît dans cette discussion finale entre Jamouja et Chinggis Khan le motif littéraire de la mort de Darius dans le roman d'Alexandre,
connu à l'époque internationalement, même des Tatars du XIIIe siècle, probablement via le Ouïghour. Ah bah oui, à force de les prendre pour des bouseux, ça surprend, c'est sûr. Bon, après, entendons-nous quand même, Alex était sans doute plutôt connu de l'élite aristocratique de l'Empire, hein. Et peut-être pas toute non plus d'ailleurs. Mais c'est qui le mec là? Alexandre le Grand. Ne connaissez-vous point ce roi légendaire? C'est ce que je vous dis, je le connais pas. Moi je dis qu'on aurait fêté la mort des mecs qu'on connaît tous. Mais personne le connaît, il est mort il y a des siècles. Des siècles? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Non mais attendez, je vous demande pas votre avis, c'est une tradition. Le parallèle est en tout cas flagrant. Frères ennemis, notamment dans la version du Shahnameh, Jamoucha Darius est vaincu par Chinggis Khan Alexandre, trahi par ses fidèles qui pensent ainsi obtenir une récompense. Chinggis Khan Alexandre le retrouve, punit les traîtres, reconnaît la valeur de Jamoucha Darius et lui propose de co-diriger avec lui. Jamoucha Darius refuse, en disant que Chinggis Khan Alexandre est le seul légitime à le faire, et que lui le gênera toujours, ne demandant qu'un enterrement approprié. Chinggis Khan Alexandre accepte à contre-cœur, le fait tuer, pleure ensuite cette grande perte, et règne désormais seul et incontesté. Bon, dans le roman d'Alexandre, d'accord, Darius est déjà mourant, mais le résultat est le même, venez pas dire que ça colle pas. En tout cas, ce motif littéraire implique ainsi qu'un souverain ne peut être légitime à en détrôner un autre que s'il y a passation de pouvoir, même informelle, entre eux. Le nouveau proposant à l'ancien de co-régner avec lui en reconnaissant sa valeur, l'ancien reconnaissant le droit et la capacité du second à régner seul et avec sa bénédiction. Ainsi, le manque de légitimité tchinguisside initiale, s'exprimant par une co-direction du Khanat tatar, notamment avec Jahagambu, problème trop central, trop fondateur dans l'histoire mongole pour être totalement évité dans l'historiographie impériale, est ainsi abordé intelligemment par l'auteur de l'histoire secrète, sans pour autant remettre en question la validité de la prise de pouvoir de Chinggis Khan. Mieux, ça la légitime même. Plus fort encore, ça permet même de masquer précisément l'importance centrale des Kerates en faisant de Jamoucha Darius l'unique véritable adversaire de Chinggis Khan Alexandre, le seul qui l'empêchait de monter sur le trône suprême. Ce qui en est encore souvent retenu, notamment dans la culture populaire. Sympatoche, hein. Et là où ça devient dingue, camarades, c'est que cette interprétation par Simon Berger de la carrière de Temujin comme étant un officier du souverain des Tatars, ayant d'abord grimpé consciencieusement les échelons avant d'ambitionner plus et de renverser son suzerain pour établir sa propre dynastie, elle est d'autant plus plausible que, comme nous le rappelle justement Simon Berger, c'est un motif qu'on retrouve pas mal dans l'histoire nomade, notamment à la fin de l'Empire mongol, quand émergent de nouvelles dynasties, souvent issues des bègues au service des Khans tchingissides déclinants. Un peu donc comme les maires du palais pépinides virant les derniers mérovingiens, à partir notamment de Pépin de Herstal. Ainsi, au XIVe siècle, prenez Temurleng, notre Tamerlan. Celui-ci restera toute sa vie émir, équivalent du Khan mongol originel, comme Chinggis Khan, régnera dans les faits en maintenant malgré tout un souverain fantoche de la lignée légitime, devenu entre-temps tchinguisside justement, comme Chinggis Khan avec Jahagambu, épousera plusieurs princesses tchinguissides pour avoir le statut de gendre impérial, Kuregen, comme Chinggis Khan, épousant la fille de Jahagambu, et c'est également son fils, Shahrukh, qui, comme le fils de Chinggis Khan, Ögedei, franchira le pas et se gratifiera du titre impérial, sultan en l'occurrence, sans plus ressentir de nécessité de maintenir des Khans fantoches pour plus de légitimité. Bref, comme disait un grand homme, les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne. Ainsi donc, comme le conclut magistralement Simon Berger, Chinggis Khan n'était donc pas le fondateur d'un nouvel État. Son essor se fit dans le cadre du royaume déjà existant des Tatars, à la tête duquel il parvint finalement en renversant la dynastie légitime des Kerates. Ce qui allait devenir l'Empire mongol s'inscrivait entièrement dans la continuité de ce royaume tatar-Kerate, jusque dans le fait que Chinggis Khan maintint initialement le tribut annuel Kongkhan Peyetotsin. Cela seul suffit à remettre profondément en cause le paradigme de la révolution Chinggis-Khanide, d'après lequel la longue et patiente construction par Chinggis Khan d'un État propre et à la forme singulière différent de tout ce qui avait existé auparavant dans la steppe aurait marqué un tournant politique radical. C'était là, en effet, ce que les sources officielles mongoles, véhiculant le discours des élites impériales du milieu du XIIIe et du XIVe siècle, ont en partie voulu faire croire a posteriori. Mais ce n'est ni ce que les contemporains ont perçu, ni même la manière dont Chinggis Khan concevait sa propre ascension, veillant au contraire à légitimer celle-ci en l'inscrivant pleinement dans le cadre préexistant du royaume des Tatars. Eh, je vous ai vendu une baffe ou pas? Et encore, bonus, rêvons un peu plus, voulez-vous? On peut, à partir du faisceau d'indices et d'interprétations possibles qu'on a, aller encore plus loin dans l'usurpation tchinguisside. Il y a quelques éléments étranges que j'ai envie de corréler avec vous, sans que les historiens que j'ai étudiés ne le confirment, mais pour le simple plaisir. Déjà, les Borjigides sont, comme on l'a vu, si on suit Rashid ad-Din, la branche des Khiyad, c'est-à-dire le lignage dirigeant par excellence chez les Mongols avant Chinggis Khan, la branche des Khiyad donc, qui est issue de Yisukei, le père de Temujin.
Autrement dit, si on suit Rashid ad-Din, les seuls Borjigid du temps de Temujin, ce sont lui, ses sœurs et ses frères. Peu de Borjigid donc, et de peu d'importance parmi le lignage Riyad visiblement, puisqu'à la mort de Hutula, on a guère envisagé Yisukei comme Khan potentiel, bien qu'il soit neveu de Hutula, petit-fils de Khaboul et même Anda de leur souverain Tooril. C'est curieux. Pourtant, me direz-vous, dans l'histoire secrète, dans la généalogie commune au lignage Nirun, donc l'élite des maisons aristocratiques mongoles, on a bien un lointain ancêtre appelé Borjigidai Mergen, dont serait assez logiquement tiré le nom de cette branche Borjigin. Mais il est justement curieusement lointain l'ancêtre, avant même Alan Goa, c'est-à-dire très lointain aïeul des prestigieux lignages mongols. Pire, Borjigidai, c'est un adjectif nominalisé, qui signifie le Borjigin, comme Kereyidai signifiait le Kereit, ou Djurchedai le Djurchen. Ce qui implique donc qu'il existait déjà avant lui des Borjigid, dont il devrait être quand même l'ancêtre. Vous voyez le problème. Bref, il ne serait donc pas étonnant que ce Borjigidai ait été rajouté après coup pour justifier la nouvelle importance de Yisukei et surtout de Temujin après lui parmi les lignages mongols, dans un passé suffisamment éloigné pour n'être pas vérifiable, ce qui ne serait pas la première modif généalogique qu'on verrait chez les seigneurs nomades au lignage parfois un petit peu trop impeccable. Mais du coup, s'ils ne sont peut-être pas vraiment de la maison Riyad, d'où sortent-ils ces Borjigid? On a vu que Zhaogong, ambassadeur Song auprès des Mongols en 1221, du vivant donc de Chinggis Khan, semblait plutôt fiable, non seulement parce qu'il n'avait pas de raison de déprécier les Mongols au vu de sa mission diplomatique, mais aussi parce qu'il n'était pas soumis, comme les chroniqueurs impériaux postérieurs, à des impératifs idéologiques. Or, quand il parle du père de Temujin, déjà il ne l'appelle pas Yisukei, mais quelque chose comme Gyele, ce qu'il est le seul à faire, mais en plus, il dit qu'il était chef de 10, donc d'une unité de 10, c'est pas full prestige non plus. Y aurait-il donc aussi chez les Mongols des tabous sur Yisukei et l'origine des Borjigid? Du temps de votre père, ça serait pas passé. Comment? Non, je dis du temps de votre père, ça serait pas passé. Alors, ne me parlez jamais de papa, hein. Et maintenant, vous allez me foutre le camp. Tout doucement, gentiment. Oui, mais bon, Zhaogong est le seul à le dire, me direz-vous fort à propos. D'accord. Enfin, si on trouve aussi des infos sur Yisukei dans la chronique authentique de Chinggis Khan, par exemple, y en a d'autres qui ne viennent que de l'histoire secrète, donc est-ce que ça vaut mieux? Or, pour aller dans le sens de Zhaogong, on a aussi vu que quand Temujin, pour le compte des Tsin, vint les rebelles d'Yun en 1196, les Tsin le remercient en le promouvant Jaut Khuri, un titre qu'on a eu du mal à traduire. On peut le rapprocher de Digit Khuri, titre que portait le dirigeant des Ungut, bossant comme Temujin pour les Tsin, ou de Chao Taoshe, commissaire pacificateur, ou encore, de chef de sang, Jaun, ce qui serait de fait une promotion par rapport au titre de chef de 10 que Zhaogong prête à son père. Même si on a vu à l'époque que ce n'était pas la traduction la plus probable de ce curieux titre, loin de là, ça va, hein. Laissez-moi rêver. À moins que Yisukei, bel et bien Riyad, ait effectivement été chef de 10, mais dans la garde de l'empereur Tsin, comme on a vu que certains aristocrates tatars servaient dans la garde des empereurs Khitan avant eux. Peut-être même, puisqu'on dit que Yisukei appela son fils Temujin d'après un noble Jun vaincu, peut-être que nos Borjigid étaient eux-mêmes en soi initialement assez proches des Jun, entre leur territoire et ceux des Mongols, louvoyant au gré des aléas politiques, voire carrément, pourquoi pas, faisaient partie de leur lignage. Ce qui pourrait justifier, très vaguement j'en conviens, que Zhaogong dise que Chinggis Khan passe 10 piges chez les Tsin, pour lesquels bossaient les Jun, donc en fait il a peut-être passé les 10 piges chez les Jun en question. Ça expliquerait aussi peut-être le coup de Yisukei chef de 10, puis de son fils fait chef de 100 par les Tsin. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi les sources impériales plus tardives ne laissent bizarrement le nom de Tatar qu'au seul Jun, montré du doigt comme ennemi juré des Mongols. Qui irait chercher, parmi les ennemis jurés, les mystérieuses origines cachées du fondateur? Mais ça n'est qu'une supposition à moi, enfin, une rêverie plutôt. Comment savoir? Et si les Borjigid n'étaient bel et bien pas des Riyad, donc pas légitimes à régner sur les Mongols et encore moins sur les Tatars, mais simplement de bons officiers ambitieux, de moindre extraction, ayant pratiqué le Khazarlir, c'est-à-dire ayant constitué autour d'eux une suite guerrière de plus en plus fournie pour se mêler des querelles de pouvoir de leur Khahana, justifiant ensuite leur projet politique et leur soudaine ascension sociale, due au pari de Yisukei de soutenir Tooril face à son oncle, ce qui a considérablement fragilisé le royaume au passage, a priori, en greffant après coup sur les généalogies communes à la noblesse mongole, le nom curieusement bien inventé, semble-t-il, de Borjigidai Mergen. Le braquage total, en somme. De plus, certes, Yisukei fait un prestigieux mariage, en s'unissant, comme le fait souvent l'élite mongole, avec une princesse Rongirat, Welun, mais en l'enlevant, alors qu'elle est déjà mariée à un seigneur Merkite, affront que les Merkites n'oublieront pas. Il semble donc parfois plus aventurier cherchant à se faire une situation qu'aristocrate déjà bien établi, le Yisukei,
Et vu le bordel suscité à l'époque dans la région, d'abord par la chute des Khitans quelques décennies plus tôt, puis par le relatif désintérêt des Tsin ensuite pour la région, et enfin les querelles de succession Khalate, le moment serait de fait assez idéal pour un tel aventurier. Après, cette piste est faible, et de nombreux éléments poussent à la réfuter. Ce ne sont donc que mes rêveries. Et encore ça va, hein, y a plus délirant. De vieilles rumeurs circulent au Japon quant à la potentielle survie du légendaire général du XIIe siècle, Minamoto no Yoshitsune, après sa mort en 1189, disant d'abord qu'il a fui vers le nord, puis à partir du XVe siècle, qu'il avait en fait carrément quitté le Japon pour rejoindre le continent. Or, la prononciation de son nom en sino-japonais, c'est Gengi Kei. Du coup, au 19e, foutu 19e, l'intellectuel japonais étudiant au Royaume-Uni Kensho Suiematsu, avec moult arguments peu solides à l'appui, disant par exemple que Temujin serait une transcription du nom de la divinité japonaise Tenjin, sort carrément un bouquin pour expliquer que Chinggis Khan est en fait Minamoto no Yoshitsune, arrivé dans les années 1190 en Asie centrale, saoulé du Japon, de sa capitale et de ses intrigues. Voilà, ça apporte pas grand-chose, mais au moins ça donne un éclairage intéressant au choix de Sergei Bodrov, du comédien japonais Tadanobu Asano, pour jouer Chinggis Khan, qui reste même curieusement à mon sens la meilleure interprétation du personnage. Bref, dans tous les cas, les descendants de Chinggis Khan ont si bien brouillé les pistes derrière eux qu'on ne peut pas reconstituer l'authentique histoire de Chinggis Khan. Au mieux, comme on l'a vu, certaines traces ayant survécu à ce brutal mais subtil nettoyage permettent de se rendre compte qu'il y a eu supercherie, dissimulation, manipulation, mais sans en connaître le détail ou l'étendue. Après, c'est même plus brouiller les pistes à ce niveau-là, soyons honnêtes, c'est fabriquer un nouveau décor, comparer ce qu'on a vu dans ces 7 dernières vidéos avec ce qu'on a vu avant, et qu'on lit traditionnellement sur l'Empire mongol, et on n'a pas l'impression de parler du même sujet du tout. Les nomades n'ont rien de tribal ou de primitif, mais sont au contraire très organisés et administrés. Chinggis Khan n'a pas fondé un empire ex nihilo, mais usurpé un royaume qu'il a agrandi et que ses fils ont transformé en empire. Ses ancêtres n'étaient pas de fiers princes indépendants, mais plutôt des officiers d'unité au service de plus puissants souverains. Les Mongols n'étaient pas un peuple, etc. Ah bah vous étonnez pas qu'il m'ait fallu plus de 2 piges pour vous expliquer ça correctement. Et si donc vous devez retenir quelque chose de tout ce merdier, c'est simple. La science, historique ou autre, n'est jamais acquise, elle évolue, au gré des débats, des découvertes, des réinterprétations, des traductions, des collaborations avec d'autres scientifiques, ici par exemple des anthropologues. Bref, ne vous reposez jamais trop confortablement sur un savoir acquis. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on avait commencé ces vidéos en disant qu'il fallait peut-être plutôt aujourd'hui appeler ce pays Kereyti, Naimani, Turquie. En réalité, le nom qui serait le plus cohérent, et qu'on retrouve d'ailleurs ironiquement dans de nombreuses vieilles cartes sous la forme de Tartarie, c'est bel et bien Tatari, ne serait-ce que pour rendre hommage à cette longue histoire nomade dont ils furent des acteurs très réguliers depuis au moins le IVe siècle, si ce n'est, via les Serbies, depuis l'Antiquité. Et ainsi, d'accord, ça ébranle salement le mythe tchinguicide, dont on n'a pas fini de faire le tour, faudra un jour reprendre les 20 dernières années de sa vie quand même. Bref, ce qui ne rend donc pas le portrait le plus flatteur de Chinggis Khan, même si ça n'enlève rien à ses talents, ni à son audace politique et militaire. À titre personnel, je trouve d'ailleurs que ça le rend encore plus fascinant. Mais ça implique aussi, et ça c'est extraordinaire, que les Mongols d'aujourd'hui peuvent se targuer d'une histoire encore plus complexe, encore plus longue, encore plus ancienne et encore plus prestigieuse que celle qu'on leur attribue le plus communément. Je pense donc qu'on ne remerciera jamais assez Christopher Atwood, David Smith, Lamsuren Muntrerdene, Stephen Powell, Jürgen Paul et bien évidemment Simon Berger, de s'être penché sur les incohérences de cette histoire mongole en particulier et nomade en général, afin d'en tirer en quelques décennies à peine de nouvelles conclusions qui, à tant d'égards que je ne les compte plus, du système décimal à la continuité aristocratique en passant par le royaume tatar, s'avèrent plus cohérentes que ce que l'historiographie peinait à produire depuis des siècles jusque-là. Qui sait, nous entrons peut-être bien, grâce à eux, dans une nouvelle ère de l'historiographie asiatique, voire eurasiatique, où bon nombre de sujets mériteraient à leur tour leur révision. Je n'ose imaginer tout ce qu'on pourrait ainsi découvrir. Et pourtant, j'ai déjà mes propres pistes. Oh, et d'ailleurs, puisque la série est enfin terminée, pour fêter ça, puisque je sais que vous attendez ça depuis des années, bande d'obsédés que vous êtes, vous savez quoi? Ouais, je vais tomber le t-shirt. What did you expect? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cette série d'ailleurs jusqu'au bout, pour ceux qui se la seraient tapée dans son intégralité.
Donc merci beaucoup, ça fait bizarre de finir une série. J'espère donc que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Merci comme d'habitude énormément à toutes celles et ceux qui soutenaient financièrement la chaîne sur Tipeee et KissKissBankBank. Encore une fois, c'est génial, hein, vous me permettez d'en vivre, la chaîne, gagne en qualité, etc. Donc ça c'est grâce à vous. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don sur l'un de ces deux sites pour soutenir la chaîne. Oui, pardonnez-moi, il fait très très chaud ici, je vis sous les combles, alors du coup évidemment là il fait il fait un bon 32 dans la pièce. J'ai passé un t-shirt uniquement parce que voilà, je discute avec vous, sinon moi globalement je suis tout le temps en slibard. Hein. Bref, la suite, évidemment ce sera donc Alexis comme naine, comme prévu, comme annoncé. Je sais pas, je la ferai sans doute pour septembre, mais peut-être que je la ferai pas pour septembre et plutôt pour octobre, le temps de me reposer un peu, parce que comme un con j'ai diffusé en juillet et en août, alors que globalement c'est normal, les gens ont autre chose à foutre en juillet et en août que de regarder des vidéos. Je sais pas encore exactement quel épisode ce sera aussi, parce que il va y avoir quelques... On va faire un petit point quand même sur Alexis, parce que globalement, voilà, ça va être une série un peu différente. Déjà le premier épisode, vu que ça va être du contexte, la biblio sera quand même moins fournie, parce que si je commence à avoir une biblio super fournie sur juste le contexte, etc., ce sera un peu... Ça va commencer à être une série dans la série, ça va, j'en ai suffisamment fait, on arrête. Donc soit le premier épisode concernera le contexte avant la montée au pouvoir d'Alexis, soit ça concernera le contexte et, on va dire, la jeunesse d'Alexis, potentiellement jusqu'à sa prise de pouvoir en 1081, jusqu'à la veille de sa prise de pouvoir. Je sais pas trop encore, hein, on verra, je sais pas. J'aimerais bien ne pas faire non plus une série trop longue, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Après, comme annoncé dans la vidéo, la Magnum Opus, parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'aimerais traiter pour parvenir aux origines ottomanes. Alexis en fait partie, mais il y en a plein d'autres, donc j'aimerais bien ne pas passer, maximum passer 1 an sur Alexis, en incluant aussi, bien évidemment, Baudouin et Tancrède. Donc voilà, 1 an sur Alexis, ce serait pas mal, maximum, mais voilà, bon écoutez, on va voir. Ce qui va être pénible aussi, c'est que pour vous, parce que pour moi justement ça peut être assez cool, c'est que là, la série mongole, il y avait une très grande richesse côté iconographie. Et ce sera moins le cas pour Alexis. Je ressortirai mes bibliothèques d'illustrations que j'utilisais pour la première croisade, mais globalement sur les Byzantins même, j'ai pas forcément grand chose. Si vous avez des suggestions, je les prends volontiers. Bref, c'est un peu une galère. Le côté byzantin, j'aurai moins de trucs, donc on va voir comment ça va se goupiller, je sais pas encore, ça va être nouveau. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 10 août, donc le lendemain du 9 août, ça paraît logique. Donc voilà, la chaîne a aujourd'hui 9 ans et 1 jour, donc c'est rigolo de finir une série, quasiment le jour de l'anniversaire de la chaîne. Ça fait 9 ans, merci là aussi infiniment à vous toutes et tous, que vous soyez là depuis hier ou vous soyez là depuis 9 ans. Sans vous, encore une fois, la chaîne n'existerait pas. Je suis ravi qu'elle vous plaise, je suis ravi que tout ce dont on discute ici... vous plaise tout simplement, que ça vous ravisse, que ça vous fasse voyager, moi c'est tout ce que j'espérais. Va-t-on marquer le coup pour ça, avec ça? Je ne sais pas, on peut, je vois pas bien quoi faire, on pourrait faire à nouveau, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une FAQ, un machin comme ça, etc. On pourrait faire éventuellement, je sais pas si ça marche encore, les lives sur YouTube, si, je sais plus. On pourrait organiser un live, sachant que ça coïncide à peu près avec les 100 000 abonnés, enfin ça fait longtemps que je dis qu'on va arriver aux 100 000 abonnés, mais on n'arrive jamais aux 100 000 abonnés. C'est pas grave, moi je m'en fous globalement, mais c'est le côté genre voilà, 9 ans, on a fini une série de vidéos qui durait 2 ans et demi, et on finit rarement des séries de vidéos, même s'il reste encore 20 ans de la vie de Chinggis Khan à traiter, je sais. Et en plus de ça, voilà, je veux dire, quasiment 100 000 abonnés, bref, il y a pas mal de choses à faire, ça peut être sympa. Et peut-être d'ailleurs que pour moi, lever le pied et avoir un peu plus de côté repos, peut-être que la vidéo de septembre, ce serait cette FAQ ou autre chose, ou un truc informel, ou certains d'entre vous, par exemple, parlaient du fait de présenter ma bibliothèque et les objets qu'il y a dedans. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être ça. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les suggérer. Si vous préférez une FAQ, posez des questions. J'en avais déjà recueilli quelques-unes, mais il n'y en avait pas tant que ça, ce que je ne déplore absolument pas. Mais je ne sais pas, du coup, voilà, si une FAQ vous plairait vraiment. A priori, vu que je suis assez transparent, vous commencez un peu à me connaître. Donc pas la peine de poser des questions, puisque vous me connaissez déjà. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Merci. Voilà, merci. J'espère qu'on repart pour encore 9 ans. Et en même temps, vu le programme que je dois me taper pour parler des origines ottomanes, ça me paraît raisonnable. Donc voilà, je reprends du poil de la bête, j'aimerais bien ne pas refaire des vidéos trop longues. Là, les formats 35, 40 minutes, 45, c'est pas mal. Après, bon voilà, typiquement, si la série sur Alexis est plus facile à illustrer, elle sera donc plus facile à monter. Donc, oui, je sais pas, voilà, on va voir, voilà. Écoutez, profitez bien du reste de cet été. On se dit à la rentrée. Merci encore pour tout. Portez-vous bien donc. Et ciao.